Je crois que s'engager, c'est inspirer aussi les gens autour de nous, de leur dire que si toi, une personne lambda, peut finalement changer les choses à ton échelle, bien tout le monde est capable de le faire aussi. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon petit niveau, pour laisser un monde meilleur ? Si on attend d'être parfait, on ne se lancera jamais, on ne commencera jamais. La clé essentielle du féminisme, c'est la notion de sororité. Ça sert à rien d'avoir 15 jeans dans son placard vu qu'on n'en porte que 2. Bien consommer aujourd'hui, c'est acheter des belles pièces et pouvoir les accessoiriser, les réinventer, les porter différemment. Vraiment savoir ce qu'on achète parce qu'on l'aime vraiment et qu'il est intemporel aussi. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Parce qu'elles connaissent les impacts négatifs de cette industrie sur nos vies et sur l'environnement, ces femmes ont choisi de mettre en avant une mode plus humaine, plus durable, plus inclusive et moins polluante pour notre planète. Cette semaine, je reçois l'actrice Lucie Lucas. Lucie m'a reçue chez elle en Bretagne, dans une magnifique maison en pleine nature. J'ai même eu la chance de visiter l'immense potager qu'elle cultive avec son mari. Pour l'enregistrement, on s'est installé à côté de la cheminée sur un canapé et elle a répondu à mes questions avec beaucoup de simplicité. Je lui ai demandé quel rôle devaient jouer les actrices et les acteurs dans la transition écologique et dans la promotion d'une mode plus responsable. On a aussi échangé sur la fiction comme outil pour faire passer des messages engagés et sur le pouvoir de l'action pour faire face à l'éco-anxiété. Et avant de vous laisser avec mon invité, je voulais simplement vous dire que pour les prochaines saisons de Nouveaux Modèles, j'aimerais construire le podcast avec vous. Alors n'hésitez pas à me proposer des noms d'invités, soit en laissant un commentaire sur votre application Apple Podcast, soit en répondant à ma prochaine newsletter. Pour vous abonner à la newsletter, c'est très simple, rendez-vous sur nouveaumodelpodcast.com. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Lucie. Salut Chloé. Merci beaucoup de nous accueillir chez toi en Bretagne. Avec grand plaisir. Pour cette première question, c'est une question que j'aime bien, c'est de revenir un petit peu en arrière pour en savoir un peu plus sur ton enfance, parce que je me demande comment les valeurs de ton enfance ont pu t'influencer aujourd'hui et influencer ton engagement actuel. Donc voilà, si tu peux nous raconter dans quel contexte tu as grandi, avec quelles valeurs, si ça t'influence encore aujourd'hui. Moi, j'ai grandi dans une toute petite maison ouvrière en banlieue parisienne. Et cette maison avait la particularité, bien qu'elle soit vraiment minuscule, je ne sais plus, il y avait 20 mètres carrés au sol, c'était vraiment pas grand. Elle avait la particularité d'avoir un jardin devant et un jardin derrière. Et donc à l'arrière, mes parents ont fait une bambouserie avec une cabane absolument incroyable à étage. On avait l'électricité et trop jolie cabane en bois et en écorce. Et devant, c'était vraiment un jardin de cocagne avec des arbres fruitiers, des cerises, des pêches, des kiwis, des framboises, des fraises, et des fleurs partout, des rosiers partout, des oiseaux partout aussi. Et voilà, donc j'ai été élevée en fait dans le béton, mais au cœur de ce béton, dans une bulle très 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 verte. Très verte et très... Mes parents ont toujours été amoureux de la nature, vraiment. Mon père, qui a un esprit vraiment scientifique, n'a cessé de me répéter, mais regarde la perfection de la nature, c'est incroyable, jamais on pourra imiter quelque chose d'aussi parfait. Regarde comme c'est complexe et comme c'est bien pensé, mais ça me dépasse, c'est fou. et ma mère m'a vraiment sensibilisée à la beauté en général, en fait, toutes les beautés. Et donc la beauté de la nature, bien sûr, aussi, avec son jardin merveilleux qu'elle entretenait, elle. Ok, ouais, non, mais c'est intéressant de voir que ouais, ça t'a marqué et donc tu reproduis un petit peu ça ici dans la maison. T'es vraiment au cœur de la nature, quoi. Ah bah oui, là je suis au cœur de la nature. Là, je peux plus le béton, stop. Mais c'est vrai que voilà, je remercie vraiment mes parents de m'avoir initié à ça. Tout simplement, on n'était pas du tout dans des discussions de est-ce que c'est la fin du monde ou pas, est-ce que voilà, on n'était pas dans la critique de la société, on était juste dans l'admiration de la beauté et de la nature et dans la préservation de ce qu'on pouvait par rapport... Parce que c'est vrai qu'il y avait des promoteurs qui appelaient tout le temps pour justement raser nos maisons et mettre des immeubles. Et mes parents ont vraiment fait un activisme là, carrément de résistance pour garder les espaces verts de ces petites rues. Et voilà, donc oui, j'ai été sensibilisée très jeune. Après, j'ai un peu oublié... c'est-à-dire, autour de mes 20 ans,
j'étais plus là-dedans et je m'épanouissais très bien à la ville. Et puis, assez rapidement quand même, je suis devenue maman et là, je me suis rendu compte que non, j'avais besoin de la nature, vraiment. Ok. Et j'ai lu aussi dans une interview que ta maman était styliste. Du coup, je me demandais comment on parlait de mode quand tu étais plus jeune chez toi. Alors, ma maman, elle est styliste et c'est une artiste vraiment particulière. C'est une grande créatrice, vraiment. Et elle m'a appris la mode d'une façon un peu originale. C'est-à-dire qu'elle me disait toujours, on n'invente rien. Tout a déjà été créé, tout a déjà été imaginé, fait. La seule chose qu'on peut faire, c'est assembler une idée avec une autre, proposer, voilà. Et surtout, ce qui lui importait, elle, c'était que les vêtements se mettent au service de la personne pour que la personne se sente elle-même vraiment représentée, en fait, par ses vêtements et qu'elle se sente à l'aise, mise en valeur et donc belle. C'était vraiment, c'est vraiment sa démarche, en fait. Elle était pas du tout, elle me disait jamais ça c'est à la mode en ce moment ou quand je lui disais mais tu vois la tendance de cette année, elle me disait mais arrête avec les tendances, on s'en fout complètement, c'est de toute façon la tendance c'est le rejet de la tendance de l'année dernière, c'est tout. C'est exactement ça. Et donc voilà, donc elle avait une approche vraiment particulière. Elle faisait dans toute mon enfance, elle faisait des robes de mariée uniques et donc personnalisées forcément sur mesure pour un prix dérisoire par rapport au travail que ça représentait. Et donc voilà, et donc je l'ai vu vraiment avec ses clientes à chaque fois, observer exactement comment elles étaient faites, qu'est-ce qu'elles avaient envie de mettre en valeur chez elles ou qu'est-ce qu'elles savaient pas parfois qu'il y avait des choses très très belles chez elles et donc j'ai vraiment observé ma mère comme si c'était une fée qui allait montrer, là tu vois, regarde, t'as pas vu ça chez toi, mais regarde comme c'est joli. Ça tu n'aimes pas, mais regarde si on fait une coupe comme ça, et là tu vas peut-être aimer. Et voilà, et toujours voir ces femmes qui venaient pour se marier et qui se sentaient vraiment au plus près d'elles-mêmes en repartant avec leur robe, c'était émouvant. Ok, ouais, c'est joli en tout cas. Et tu as commencé ta carrière comme mannequin, donc tu as très vite baigné un petit peu dans cette industrie textile, la mode. Comment a évolué ton rapport aux vêtements ? Alors, comme j'ai quand même baigné vraiment dans ce milieu depuis toute petite, parce que ma mère avait plein d'amis dans la mode et tout ça, donc j'avais l'habitude d'avoir chez moi des très beaux vêtements qui venaient de créateurs, des accessoires. Donc, j'étais pas émerveillée, en fait. Je trouvais ça sympa, mais j'avais quand même pas mal de recul, en fait, déjà, sur cette industrie-là. Et voilà, et donc, j'étais pas particulièrement émoustillée par, en effet, les dernières tendances, le dernier blouson à la mode ou je sais pas quoi. Mais par contre, j'ai toujours été sensible à la beauté, encore une fois, et dans la mode et donc aux prouesses techniques, à certains tissus, certaines matières, certaines coupes. Voilà, ça, bien sûr. Et d'ailleurs, avant même d'être mannequin, j'ai travaillé pendant 3 mois, pas grand-chose, mais c'est dans les ateliers de création de Kenzo. Et j'ai eu cette chance-là. Et c'était génial, parce que là, vraiment, j'étais au cœur de la ruche et je pouvais voir comment se préparait un défilé, comment se construisait un défilé. Et donc, d'abord avec des mood boards, des images qui font appel à des émotions. Et puis après, on transforme ça en vêtements. Et je me souviens même que j'avais adoré parce qu'il y avait eu le défilé d'hiver, la collection d'hiver, donc en été. Ouais. Et donc, j'avais pu... en dernière minute, c'était Antonio Maras, à l'époque, qui était le créateur de Kenzo. Et les derniers jours, il a dit, bon, il me faut plus d'accessoires, il me faut des accessoires. Là, allez-y, tout le monde s'y met, tout le monde fait des accessoires et je prendrai ce qui me plaît. Et il avait pris plusieurs choses que j'avais fait. Et donc, j'avais été la plus fière de la Terre. J'imagine. Donc voilà, non, c'était mais voilà, on était quand même dans des bureaux et j'ai trouvé que l'ambiance était assez un peu comme au collège, entre les humains sont pas sympas entre eux. Ouais. Franchement, c'est moi je peux pas rester dans une ambiance comme ça, je pouvais pas. Ouais. Donc voilà, donc c'était pas de l'émerveillement mais beaucoup de curiosité et quand même de l'admiration. Ouais. Parce que c'est un travail, la mode, ça demande quand même, quand on fait bien les choses, un temps fou et un grand savoir-faire artisanal, quoi.
Ah ouais, clairement. Et à quel moment tu as pris conscience des dérives de l'industrie textile, des dérives sociales, environnementales? Est-ce qu'il y a eu un moment précis? Est-ce que ça s'est fait progressivement, à force de baigner dans les informations, l'actualité? Comment ça s'est passé, cet éveil-là? Non, ça a été assez progressif. Je ne me rendais mais vraiment pas du tout compte, mais du tout, de ce qui se passait. Honnêtement, même encore aujourd'hui, quand je lis qu'il y a 100 milliards de vêtements qui sont vendus chaque année dans le monde, 100 milliards. Enfin, non, mais c'est du délire. On n'a pas du tout besoin de ça, en fait. Et donc, je ne me rendais pas du tout compte non plus de la pollution que ça pouvait représenter, que c'est gravissime, qu'en plus, il y a plein de populations qui sont mises directement en contact avec la chimie qu'on utilise dans le textile. Donc, j'avais aucune conscience, vraiment. Et ce que je me disais juste, je me souviens quand même m'être assez rapidement dit, une paire de chaussures à 1 euro, ça cache quelque chose. Il y a un truc qui n'est pas normal. Je me souviens que quand j'avais 20 ans, tout le monde s'extasiait de la baisse des prix des choses, et notamment des vêtements et des accessoires. Tout le monde disait, regarde, ça coûte rien, c'est trop bien. Et assez rapidement quand même, je me suis dit, c'est pas normal, il y a un truc qui va pas. Si ça coûte rien, c'est qu'en fait, on le paye quelque part ailleurs. Mais j'ai encore mis un peu de temps à me rendre compte du prix extrêmement lourd, justement, qu'on payait sans s'en rendre compte, à la fois pour la planète et pour l'humain, quoi. Ouais. Tu avais baigné en plus dans cet univers-là, donc tu avais sans doute plus conscience de comment on fait des vêtements, que ça prend du temps, et que forcément il faut payer correctement les gens pour que ce soit bien fait, quoi. J'imagine qu'il y a peut-être ça. Non, mais c'est ça aussi, complètement. Ouais. Et ça, Ouais. c'est très, très bien de le dire, et c'est très important, parce que régulièrement, moi, sur mes réseaux sociaux, quand je parle justement de la mode éthique, on me dit, mais moi, j'ai pas les moyens de me payer un t-shirt à 50 €. Et je comprends. Alors, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Il y a de seconde main, c'est génial. Moi, je m'habille quasiment qu'en seconde main. Et là, pour le coup, on s'extasie des prix pas chers. On est là, waouh, c'est trop bien, un t-shirt à 20 centimes. Et on n'est pas complexé de payer ça. Bon, même si 20 centimes, c'est un peu extrême, mais... Mais on voit voilà. l'idée. Et sinon, il faut quand même réaliser, j'ai envie de dire aux gens, mais autrefois, les gens se confectionnaient leurs vêtements, ils faisaient une robe pour l'année, ou un manteau, et voilà, on avait le choix entre peut-être un manteau d'hiver, un manteau d'été, une robe du dimanche et une robe de tous les jours, et c'est tout en fait. Alors peut-être que oui, il faut pas se contenter de ça, bien sûr, et bien sûr, mais en fait les gens se rendent pas compte du temps que ça prend et du savoir-faire que ça prend de faire des vêtements et de les faire bien, avec des bonnes matières aussi, parce qu'il y en a ras-le-bol en fait, des cachemires qu'on achète et qu'on met 2 fois avant qu'ils aient des trous. On peut pas tout avoir, il y a un prix à payer pour tout. Et on ne peut pas brader le savoir-faire. Il ne faut pas brader le savoir-faire. Il ne faut pas brader l'artisanat. Il ne faut pas brader la santé. Et donc le vêtement, c'est vraiment un endroit où il faut faire des efforts. Ouais, ça, je suis entièrement d'accord. Et alors, c'est une question qu'on doit te poser évidemment très très souvent, mais comment est née ta conscience écologique? Parce qu'aujourd'hui, on va le détailler, hein, tu as un très fort engagement, mais comment il est né cet engagement-là? Je sais pas, je pense que déjà dans mon enfance, quand j'ai été sensibilisée comme ça à la nature par mes parents, à la beauté, à la vie, au respect de la vie, ça aussi, j'ai été vraiment élevée dans le culte de la vie en fait, vraiment. C'est-à-dire que moi, si j'écrasais une fourmi, mes parents me grondaient et je trouve qu'ils avaient raison. Sur le moment, je l'ai trouvé un peu sévère, mais maintenant, je suis complètement d'accord. En fait, on ne doit pas hiérarchiser les êtres vivants, et donc moi j'ai vraiment appris à respecter la vie et donc à mettre de l'amour en fait partout. Et je pense que ça on a un peu oublié de le faire malheureusement souvent. Ouais. Et donc c'est venu de là, et puis après j'ai voulu toujours essayer de comprendre pourquoi, comment. J'ai jamais supporté. Je suis jamais restée complètement inactive devant une situation qui me révulsait ou que je trouvais pas juste. C'est comme un toc chez moi. Je suis pas maniaque, mais il y a un truc sur lequel je suis un peu maniaque, c'est que l'injustice, ça m'empêche de dormir, tout simplement. Donc quand je vois quelque chose qui n'est pas logique ou qui est injuste, j'ai besoin d'essayer de trouver le moyen de le rendre plus juste. Voilà. Et Okay. c'est un peu... C'est pour ça que je dis parfois que je suis pas tombée sur la bonne planète, parce que c'est pas... Ce que j'allais dire, c'est un combat quotidien, hein, là, pour le coup. Oui.
J'imagine. Et tu racontais aussi dans une interview qu'en quittant l'adolescence, tu avais l'impression qu'on t'avait un peu menti et que le monde, en fait, était pire que ce qu'on t'avait dit, quoi. Et je me demandais comment tu as pris conscience de ça, parce qu'il faut avoir beaucoup de recul sur les choses pour prendre conscience que ce qu'on t'avait raconté, c'était pas vraiment la réalité du monde dans lequel on vivait. Donc, une certaine maturité aussi pour prendre conscience de ça. Je sais pas. Je sais pas si c'est de la maturité ou de la curiosité, encore une fois. Dès qu'il y a un truc que je comprends pas, j'ai besoin d'essayer de chercher pour comprendre. Et donc, je sais que ça a commencé vraiment... j'ai toujours posé des questions, mais quand j'avais 16 ans, j'avais un devoir d'art plastique à rendre. Et en fait, on avait une prof qui nous incitait à mettre beaucoup de fond dans nos créations. Et à raconter quelque chose, vraiment. Et ça m'a plu, ça. Et du coup, je me suis mise à dénoncer beaucoup de choses par l'art plastique. Et c'est là vraiment que ma prise de conscience a commencé. Et d'ailleurs, mes ennuis avec les parents aussi, parce que les pauvres, je leur en voulais, en fait. Je leur en voulais beaucoup. Parce qu'ils avaient vraiment voulu me montrer toute la beauté de la vie. Et c'est génial, parce qu'ils m'ont rendu folle d'amour pour ça. Mais par contre, ils ont vraiment voulu me préserver de tout le côté très sombre de la vie. Et puis, je pense que même eux se sont préservés de ça. C'est-à-dire que même eux n'avaient pas conscience de beaucoup de choses qui tournaient par rond, en fait. Et donc, quand moi, j'ai commencé à me renseigner et à voir que tout n'était pas rose, très loin de là, j'ai essayé de leur en parler. Et en fait, ils l'ont un peu pris comme un rejet de leur éducation, ce qui n'était pas du tout le cas. Et puis, ils n'avaient pas très envie je l'ai vu, de voir ce côté sombre, justement. Donc voilà, ça a été un peu difficile. Et peut-être c'est ce conflit aussi qui m'a poussée à tout le temps aller chercher plus loin pour leur prouver que j'étais pas folle et leur prouver que je voulais pas essayer de casser leurs idéaux, mais juste que voilà, ils m'avaient transmis beaucoup de choses et que j'avais envie aussi de leur dire, voilà, s'il y a certaines... j'aime pas du tout le mot vérité, mais... ni certitude, mais s'il y a certaines convictions que vous avez et qui me paraissent erronées, autant qu'on en parle, voilà. Et donc je pense que c'est ce conflit-là qui m'a vraiment poussée à tout le temps aller chercher plus loin le pourquoi du comment. Ok, non mais c'est hyper intéressant de voir que tu questionnes tout. C'est pratiquement un peu un regard très philosophique finalement sur l'écologie et le monde qui nous entoure, quoi. C'est très juste de dire ça. En tout cas, moi, je trouve que l'écologie, c'est une philosophie. Et c'est la philosophie qui me correspond bien. Okay. Et pourquoi tu ressens le besoin parce que sur tes réseaux sociaux, si on te suit, on voit que très régulièrement, tu as une prise de parole très militante, très activiste, très, très engagée, ce qui est pas le cas de tout le monde. On peut avoir des convictions, mais il y a un pas entre avoir ses convictions, ses valeurs, et puis l'exprimer et essayer de convaincre les gens qui nous entourent. Pourquoi tu ressens le besoin de t'engager comme ça sur les plateformes où tu as la parole, voilà. Pourquoi ce besoin constant, peut-être d'éduquer, de sensibiliser, je sais pas. Alors d'abord parce qu'il faut beaucoup de temps pour se renseigner et que la société ne nous en donne pas. Et qu'à chaque fois, moi, dès que je prends 1 heure pour moi, j'ai l'impression d'avoir fait un larcin, vraiment. C'est fou, quoi. On est sursollicité et donc on a peu de temps pour se renseigner. Donc moi, quand je vois quelque chose d'intéressant, comme j'ai la chance d'avoir une communauté sur Internet, j'ai envie de leur transmettre. Puis je pose ça là, puis ils prennent ou pas, mais voilà. Après, le côté assez entier, on va dire, dans mes engagements, dans mes prises de parole, il vient aussi du fait que j'ai remarqué que quand on est tiède, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'il faut trouver le juste milieu entre pas être agressif, et parfois j'ai du mal, mais ça sert à rien d'être tiède. Ça va passer au milieu du reste et ça sera pas pris en compte. Donc il faut, si je veux parler de quelque chose, il faut que j'y aille à fond. Et là, je peux espérer avoir un débat intéressant avec les gens qui vont me répondre des messages et voir que ça va avoir un impact ou pas. Donc voilà, et puis aussi l'autre chose, c'est que d'abord je suis en colère. Je suis clairement en colère sur ce qu'on a fait du monde et sur le fait qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas envie que ça change.
Voilà. Et puis, je suis une émotive. Moi, je suis comédienne, je suis artiste. Et donc, quand je m'exprime, c'est souvent mes émotions qui prennent le dessus, en fait. Mais ça peut me jouer des tours. Et j'ai remarqué que parfois, à trop vouloir servir une cause, on la dessert parce que justement, on est trop considéré comme agressif. Mais d'un autre côté, s'il n'y a pas d'émotion dans les choses, je ne pense pas qu'il y a de transcendance, en fait. Il n'y a pas d'évolution. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et est-ce que c'est aussi un moyen de combattre un petit peu l'éco-anxiété ? Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas si tu es éco-anxieuse, mais j'imagine... Enfin, moi, j'avoue que je suis tout le temps obligée d'être occupée et d'aller de l'avant, parce que si je me pose 5 minutes et que je fais un état des lieux de la situation, je prends peur, quoi, clairement. Donc, je ne sais pas si c'est aussi un moyen pour toi de pas trop y penser, quoi, de se dire on y va, on y croit, on croit que c'est possible et qu'on va pouvoir changer le monde, quoi. En tout cas, ça aide à supporter. Parce que c'est insupportable. C'est insupportable. Notre monde s'écroule, vraiment. Et on va changer de monde et on part dans un inconnu total. Donc, et on sait, la société est violente et on sait que la violence ne va pas s'arrêter là. Donc, évidemment, c'est traumatisant pour n'importe qui et c'est très dur. Mais en effet, moi, j'ai de moins en moins d'éco-anxiété parce que je suis de plus en plus dans l'action. Et voilà. Et c'est pas que ça fait oublier, c'est qu'on se dit, je fais ce que je peux. Et donc, à partir du moment où on se dit, je fais ce que je peux, on n'est pas dans la dépression parce qu'on est beaucoup moins dans le subir. On subit moins. Ouais. Et puis moi, quand ça va vraiment pas, je me dis, écoute, peut-être que c'est ça, notre mission sur Terre, tu vois, là, c'est mission impossible. C'est mission impossible, mais on peut le faire. On peut le faire. Sinon, on ne serait pas là. Oui, c'est ça. Il faut en être convaincu parce que c'est difficile d'ailleurs de s'engager tout en étant trop pessimiste parce que finalement, ça n'a pas de sens. Non, puis il faut vraiment réussir à amener le plus de monde vers la cause écologique, vraiment, je pense, et donc qui est une réponse à tellement de maux de la société. Et c'est pas, en tout cas, on n'a pas envie que les gens rejoignent cette philosophie par peur, par obscurantisme. Non, c'est tout le contraire, en fait. Et c'est ça qui est très beau, d'ailleurs, dans l'écologie. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'écologie et qu'avec mon mari, on a pensé à faire un tiers-lieu et qu'on est en train de faire là en ce moment, mais où il y aurait une boutique de producteurs, un bar citoyen et un centre de soins de médecine douce et alternative, plus des stages en permaculture, plein d'éveils différents à la nature. Mais en tout cas, on s'est rendu compte que les gens avaient vachement plus envie de nous suivre quand on était positif, en fait, et qu'il y a des solutions, en fait. Il y a vraiment des solutions à beaucoup de choses. Mais il faut les expérimenter, et quoi de mieux que vraiment les expérimenter pour en parler. C'est vrai. Et je disais aussi tout à l'heure que tu avais une vision assez philosophique parce que finalement, tu ne sépares pas l'aspect social de l'aspect écologique dans tes messages. On voit que tout est très lié, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. Je trouve que la mode, l'industrie textile, c'est vraiment la parfaite illustration de ce lien. C'est intrinsèquement lié, quoi. Le social et l'écologie, on peut pas combattre l'un sans, lutter contre les inégalités sociales indépendamment des inégalités d'un point de vue écologique, quoi. Absolument. Et d'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, dans les produits de consommation et notamment le textile, je vais plus parler d'éthique en général que d'écologie. Parce que, en effet, pour moi, les deux sont indissociables. C'est pour ça que c'est vraiment une philosophie, l'écologie, mais pas dans la tête des gens. Dans la tête des gens, c'est encore... Il y a l'écologie et le social. Et évidemment que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, et le textile, je suis d'accord avec toi, est la parfaite représentation de ce mélange qui doit exister. Et est-ce que, selon toi, aujourd'hui, quand on a une certaine notoriété, toi, tu as une certaine notoriété, il faut... c'est un peu un devoir de l'utiliser pour faire passer ces messages engagés. Parce que moi, d'un point de vue extérieur, je trouve que ça manque encore beaucoup. On voit trop encore de gens qui ont cette notoriété mais qui ne l'utilisent pas pour faire passer des messages engagés. Moi, je suis un peu extrême peut-être dans mes avis et je me dis, en fait, aujourd'hui, c'est inconscient de ne pas utiliser cette notoriété pour faire passer ces messages. Peut-être que je suis un peu trop extrême, mais j'aurais aimé avoir ton avis sur cette question-là.
Je vais essayer de choisir juste un autre vocabulaire, juste parce que j'ai pas envie que mes confrères, consoeurs bien pensent sûr. que je les juge en Ouais. fait, parce que c'est pas facile. Mais je suis absolument d'accord que quand on a dès l'instant où notre parole est publique, on a une très grande responsabilité, très grande. Et peut-être que c'est parce que Clem, la série dans laquelle je suis depuis 10 ans, elle est dans le salon des gens et qu'il y a toujours eu une proximité avec le public qui était énorme et qui m'a fait me rendre compte que la frontière entre réalité et fiction était quand même vachement ténue et que les messages passaient très facilement entre ce qu'on essayait de dire dans la série et le public. Et du coup, vraiment, je me suis dit, mais il faut vraiment faire très, très, très attention à ce qu'on dit. Et surtout, bien sûr, il y a un devoir. C'est-à-dire que là, il faut vraiment que la planète entière change de mode de fonctionnement. Il y a le système Terre et puis il y a le système humain qui s'est greffé là-dessus et qui a tout déréglé. Et il faut que le système humain se modifie pour essayer de ramener de l'harmonie. On a besoin que ce soit systémique, donc que ce soit toute la planète. Donc il faut passer le message vraiment au plus grand nombre. On a besoin. Là, c'est vraiment la masse qui va faire la différence. C'est le nombre d'humains qui vont décider ou pas de changer qui va faire la différence. Et donc évidemment que quand on a une parole qui est écoutée par beaucoup de monde, c'est extrêmement dommage de ne pas s'en servir, ça c'est sûr, pour passer les messages qui nous paraissent vraiment très importants. Et c'est vrai qu'en plus, quand il y a des partenariats avec des marques qui payent de l'argent, ne pas faire attention à la provenance des produits qu'on vend, auxquels on prête son image, je trouve ça vraiment, là pour le coup, inconscient. Ouais. Vraiment. On va y venir parce que j'ai une question aussi sur ça, mais sur cet aspect-là un peu d'utiliser sa notoriété, c'est une chose d'être écouté, c'en est un peu une autre de convaincre et c'est surtout ça qui est, je trouve, très difficile aujourd'hui, c'est comment on fait pour convaincre efficacement. Tu parlais tout à l'heure, il faut pas faire peur, il faut pas être agressif et tout, mais quelle est ta stratégie, toi? En tout cas, c'est pour ça, je pense, c'est pour ça qu'il y a si peu d'artistes qui prennent la parole publiquement. Parce qu'en fait, évidemment, personne n'est parfait. En France particulièrement, mais dans le monde entier, on adore juger les autres. Et quand on alerte sur quelque chose, on est tout de suite traité de donneur de leçons. Et les artistes qui ont un grand auditoire, en général, travaillent énormément. Et donc n'ont pas le temps ni de se renseigner, ni même de vivre selon même les valeurs qui les animent. Moi, j'ai énormément d'amis artistes qui ont des valeurs très proches des miennes, mais qui n'en parlent pas parce qu'ils ne se sentent pas légitimes, parce que dans leur quotidien, ils n'ont pas réussi à faire les transitions qu'ils voulaient, parce que aussi ils ont une communauté de fans qui s'est construite sur leur image artistique et qu'ils ont ils ont pas envie de blesser leur communauté, ils n'ont pas envie que leur communauté les reconnaisse plus, je sais pas. Et donc, moi en tout cas, ce qui m'a permis d'en parler beaucoup plus librement et beaucoup plus entièrement, justement, c'est d'expérimenter l'écologie le plus possible dans mon quotidien. Ouais. Et voilà. Et du coup, ça m'a donné une assurance. Et notamment, avant, quand je parlais des pesticides dans l'agriculture, les agriculteurs, ils me disaient « Mais va faire tes films, mais tais-toi, en fait. Tu sais pas du tout de quoi tu parles. » Maintenant, je suis désolée, je suis maraîchère. Je sais de quoi je parle, en fait. Je sais très bien de quoi je parle. Alors, je connais pas toute l'industrie agroalimentaire, mais je sais comment on fait pousser des fruits et des légumes et je sais comment ça fonctionne. Je sais comment fonctionne la terre, je sais comment fonctionnent les saisons. En fait, donc, on arrive à avoir des échanges qui sont beaucoup plus riches, qui ne sont pas que de l'attaque. Et du coup, on est écouté plus facilement et donc peut-être parfois plus convaincant. Ouais, non, c'est hyper intéressant de se dire que finalement, en expérimentant soi-même, on arrive à peut-être mieux expliquer, mieux faire passer les messages. C'est ça, parce qu'en fait, dès lors que tu cherches à convaincre, la personne en face va se fermer. Ouais. Parce qu'elle ne veut pas se sentir manipulable, elle veut pas, elle veut se dire que c'est toi qui es influencé. Voilà. Ouais. Alors que si tu n'essayes pas de convaincre, mais juste tu parles de ta propre expérience, là tout de suite, en fait, on se regarde sur un pied d'égalité et on se parle beaucoup plus facilement. Et après, je trouve qu'il y a peut-être un défaut dans les réseaux sociaux, c'est que les gens vont avoir la critique facile et que
si on porte des causes, mais qu'on n'est pas parfait, qu'on renvoie pas une image parfaite dans la cause qu'on défend, eh ben on va se faire critiquer et donc on aura moins envie d'en parler. Enfin, c'est aussi un peu un cercle vicieux, quoi. C'est-à-dire Bien sûr. il manque d'encouragement parfois. Et puis, il faut pas oublier, encore une fois, que les artistes sont des personnes extrêmement sensibles, sinon ils seraient pas artistes. Et donc, ils sont fragiles. Et donc, c'est dur de se faire attaquer. Et on sait qu'on n'est pas parfait en plus. Et on n'a pas besoin d'être parfait pour avoir des convictions, quand même, évidemment. Donc, c'est sûr que c'est très compliqué. Après, je pense qu'il faut aussi qu'on apprenne que voilà, les réseaux sociaux, c'est une jungle aussi. Et on sait tous, on a tous notre lot de haters, de gens qui ont envie de s'énerver sur nous comme ça. On sait comment ça marche. Mais voilà, je juge pas en tout cas ceux qui ont Bien du mal à sûr. s'engager parce qu'encore une fois, je ne suis pas dans leur basket. Et moi, il y a des moments dans l'année où je ne peux pas encaisser les attaques qu'on m'envoie sur Internet. Je peux pas. Donc, du coup, je me tais. Ouais. Voilà. Ouais, non, mais je comprends. Et il y a un autre engagement aussi que j'aurais aimé, un de tes engagements que j'aime beaucoup et qui est important pour moi, parce que dans ce podcast, j'interroge des femmes, c'est le féminisme. Et encore une fois, je trouve que dans la mode, c'est tellement important d'avoir cette vision-là. Ton engagement féministe, il vient d'où, selon toi? De ma maman et de mon papa, encore une fois. Ouais. Moi, mon papa, il m'a élevée en me disant que les femmes étaient plus intelligentes que les hommes. C'est bien, ça change ce que la société nous répète. Et que ce serait vraiment mieux si la société était dirigée par des femmes. Bon, voilà. Donc, et ma maman, un amour de la beauté féminine, vraiment, et de la femme dans tout ce qu'elle est. Donc voilà, encore une fois, ça vient de mes parents. Et puis après, pareil, j'ai fait un peu un rejet, c'est-à-dire que je me suis dit non, mais moi, je suis pas féministe. Moi, je suis pour que les hommes et les femmes ils soient égaux. C'est mignon. Et donc voilà. Mais et puis après, voilà, j'ai compris que être féministe, ce n'est pas vouloir que les femmes soient au-dessus des hommes. Et chaque jour qui passe me rappelle à quel point la cause est importante. Et à quel point on est au tout début du chemin. Voilà. Et je suis chaque jour plus féministe. Ouais. Moi aussi, je crois. Il ne faut pas que les hommes aient peur. Oui, pas du tout. Absolument pas. Et je pense que d'ailleurs, ce sera, si on veut un monde plus écologique, donc plus juste, ça va forcément passer par là aussi. Il va falloir donner plus de place aux femmes si on veut réussir cette transition globale. Bien quoi. sûr. Donc, et pour revenir aussi un petit peu aux vêtements, c'était il y a quelques mois, je crois, tu avais relayé un message en appelant des marques éthiques à t'envoyer un message parce que tu cherchais des vêtements responsables pour la série Clem. Et je me demandais pourquoi tu avais lancé cet appel, parce qu'encore une fois, c'est assez rare que... Enfin, alors moi, d'un point de vue extérieur, encore une fois, mais peut-être ça ne l'est pas, que des actrices ou des acteurs se préoccupent de la provenance des vêtements qu'ils portent dans le film ou la série dans lequel ils jouent. Donc je me demandais pourquoi ça avait été important pour toi, cet appel-là. Eh bien parce que de la même façon que je te dis que l'expérience pour moi est très importante pour parler des choses, je pense que la cohérence personnelle est extrêmement importante. C'est-à-dire que essayer d'être le plus cohérent possible avec soi-même. Et donc, évidemment, je peux pas... Enfin, moi, ça me paraît impossible de prendre... de me mêler d'un peu tout et de prendre position sur tout ce que je peux, et particulièrement sur l'écologie. Et puis, ne pas chercher à améliorer les choses dans mon lieu de travail, déjà. Et en plus, ne pas essayer de me renseigner sur d'où viennent les vêtements, notamment, ou tous les produits qu'on utilise. Moi, j'ai besoin de cette cohérence pour avancer. Alors, c'est beaucoup de travail. Heureusement que je ne suis pas toute seule. Alice, qui m'assiste, m'aide énormément. Mais c'est vrai que ça me paraît indispensable. Et j'arrête pas de le dire. La première chose, quand on a envie vraiment d'être plus écolo, la première chose à faire, c'est se renseigner sur quel est le prix pour la planète. D'où vient cette chose? Est-ce que ça répond à un besoin? À un vrai besoin que j'ai? C'est vraiment ces trois questions qu'il faut se poser. Et donc, évidemment, j'avais pas envie d'être habillée avec des vêtements qui n'étaient pas éthiques. Alors en plus, je suis fervente défenseuse de la cause des Ouïghours, c'est une population en Chine qui est martyrisée depuis des décennies. Et notamment là, il y a des camps de travail
et de redressement qui poussent un peu partout en Chine. Et les prisonniers de ces camps servent de main-d'œuvre gratuite, et notamment pour l'industrie du textile. Donc il n'est pas question pour moi d'être complice d'une façon ou d'une autre. On l'est forcément. La série Clem ça passe sur TF1. TF1, c'est Bouygues. On sait que Bouygues est souvent pas très propre, loin de là. Donc c'est impossible d'être absolument cohérent, absolument parfait. C'est pas possible et c'est pas la peine de le chercher. Mais par contre, essayer au maximum de faire ce qu'on peut, oui. Et donc là, c'était quand même pas difficile de se dire, non, on va pas acheter chez H&M. En fait, on va aller... On va lancer une annonce sur les réseaux sociaux et on va découvrir plein de petites marques qui ont plein de choses à nous dire et qui sont hyper motivées et qui ont envie de prendre soin de la planète. Et tout le monde est content. Ouais. Et c'est vrai que quand on t'écoute, on se rend compte que finalement, la fiction, que ce soit un film ou une série, peut servir de plateforme pour ces engagements. Mais moi, j'en avais pas forcément conscience, tu vois. Avant de voir ton appel pour être habillé sur la série de façon éthique, je crois que ça m'avait jamais vraiment traversé l'esprit de me dire que la fiction pouvait servir ces engagements. Je pense qu'on n'imagine même pas à quel point. Cyril Dion parle très bien de ça. Mais c'est depuis la nuit des temps qu'on se raconte des histoires. Et pourquoi on se raconte des histoires ? Pour s'inspirer, pour se donner de la force, pour se donner du courage, pour se dépasser, pour pas avoir peur d'aller plus loin, d'aller dans l'inconnu, Et donc, au contraire, c'est la fiction vraiment qui peut nous aider, en fait. Et non, moi, je pense, je suis... Mais ça fait pas très longtemps. Ouais. Tu vois, j'ai réalisé ça il y a pas très longtemps. Et alors, justement, Cyril Dion m'a fait marrer parce que j'ai pensé à une série pour faire une révolution mondiale. Et donc... Il faut voir les choses en grand, c'est bien. Et donc, j'en parle à Cyril Dion. Il me renvoie un message en me disant, oui, je trouve que c'est une bonne idée. Et regarde, et il m'envoie un article qui montre que la série 24 heures aurait apparemment énormément inspiré les Américains pour voter pour Obama. Parce que dans 24 heures, il y a un président noir, sympathique, voilà. Et juste après, Obama a été élu. Et vraiment, c'est des recherches scientifiques qui sont en train d'être menées et qui sont en train de prouver ça. Donc, on n'imagine pas à quel point. Et moi, je sais que, de la fiction. Mais oui, que Casa de Papel, par exemple, ça m'a débloqué des choses. Je me suis dit, mais bien sûr, il faut s'appuyer sur le peuple, tout le temps, sur la population et sur la masse, le nombre, en fait. Donc, non, la fiction est hyper inspirante et au contraire. Et donc là, même, je me bats dans toutes les fictions auxquelles je participe pour que... Voilà, même dans les gestes quotidiens, on nous voit en train de faire du compost, on nous voit en train de repriser un vêtement, de faire, je sais pas, notre lessive nous-mêmes. Voilà, enfin, c'est des petits détails bêtes, mais si ça rentre dans l'imaginaire collectif, ça devient normal. Et c'est adopté sans discours. C'est trop pratique. C'est vrai que là, pour le coup, c'est facile de convaincre, encore une fois, parce que c'est par mimétisme, quoi. Finalement, on reproduit ce qu'on voit. Il faut pas se leurrer, hein, les industriels l'ont compris depuis très longtemps. C'est vrai. Ça fait depuis les années 50 qu'on est bombardé d'images subliminales, le placement de produits, de fiction, mais bien sûr. Ouais, et donc donc cette fiction, c'est un outil qui a été pour l'instant affreusement mal utilisé, que ce soit pour l'écologie ou le féminisme d'ailleurs, et ou toutes les autres minorités. Mais les femmes n'étant pas une minorité d'ailleurs, mais bon. Mais voilà, c'est à nous d'utiliser cet outil à bon escient maintenant. Et tu as l'impression que ça change, enfin toi en étant à l'intérieur de cette industrie, tu vois les choses vraiment bouger et une prise de conscience plus générale? Les gens répondent très vite par la peur. Au début, ils ont peur que ça coûte plus cher. C'est l'obsession. C'est l'obsession du siècle. On a toujours peur que ça coûte plus cher, toujours peur que ce soit compliqué. Comme les gens sont quasiment, la moitié des gens sont en burn-out, ils n'ont pas envie de se rajouter une charge de travail. Voilà, donc ils ont peur. Donc ils disent non. Et puis c'est pour ça qu'il faut amener les choses autrement. Il faut leur montrer que, petit à petit, il faut être patient. Et au fur et à mesure, oui, on arrive à améliorer vraiment les choses. Encore une fois, sur Clem. Le dressing de Clem est de plus en plus éthique, les accessoires aussi, le maquillage c'est de plus en plus bio, même si c'est difficile dans le maquillage parce que on a besoin de textures vraiment particulières pour aller devant la caméra. Mais on fait le maximum. Pour les cheveux, on ne me coiffe plus qu'à l'eau. Sur le tournage, sur le plateau, on n'utilise que des voitures électriques ou hybrides.
on n'a plus de générateur à essence, on a encore plein de progrès à faire. On recycle les masques. Donc ça, je suis contente parce que on a eu un peu de mal avec Alice à trouver la solution pour les masques jetables et qui sont obligatoires dans notre cadre de travail. Et donc, on avait une borne GoBuse dans lequel il fallait mettre notre masque utilisé. Et puis, quand la borne est pleine, l'entreprise vient chercher la borne et c'est la fabrique, l'entreprise La Fabrique, qui va se charger de découper en fait ces masques en petites lamelles et de les compresser comme on fait avec comme la statue des Césars. Voilà, pour en faire des espèces de briques et après faire des objets design avec. Et donc, cette entreprise, La Fabrique, faisait ça déjà avec le textile, justement, qui ne pouvait pas être recyclé. Parce que beaucoup de textile peut être recyclé, mais il y a aussi une partie qui ne peut plus être recyclée. Et donc, La Fabrique a trouvé cette solution pour qu'il n'y ait plus de déchets. Ouais. Et c'est super, ils font des super objets en plus. Et donc voilà, donc nous, on doit justement prendre contact avec eux parce qu'ils ont récupéré tous nos masques et donc pour voir quel objet vous allez pouvoir créer avec. Voilà, donc c'est cool. C'est trop bien. Ouais, non, c'est chouette de voir les choses changer comme ça. Et plus globalement, tu vois, c'est une question que j'aurais pu te poser un peu plus tôt, mais quelle vision tu portes sur la mode responsable ? J'aime bien poser cette question parce que moi qui baigne toujours dedans, j'aime bien avoir aussi une vision un peu plus extérieure, tu vois, de comment toi tu la vois cette mode responsable aujourd'hui ? Je suis hyper heureusement surprise parce que j'ai eu un peu peur. Je dois dire que quand je me suis rendu compte à quel point l'industrie du textile était néfaste, carrément, hein, je me suis dit, c'est pas grave, il y a plein de petites startups qui vont se monter. Et en fait, je les ai vues fermer les unes après les autres. Et j'ai vraiment eu peur parce que je me suis dit, non, mais c'est pas possible, c'est trop triste, c'est affreux. C'est eux qui sont dans le bon chemin. Et là, de plus en plus, je vois que ça c'est pas. Je dis pas que c'est facile pour eux, surtout en cette période de crise, mais disons que les nouvelles entreprises se stabilisent un peu, j'ai l'impression, et en tout cas, il y en a de plus en plus, et voilà. Et c'est pour moi la mode responsable. J'espère que le mot responsable sera plus utile en fait bientôt, et que toute la mode sera responsable. Et d'ailleurs, vraiment, vraiment, s'il vous plaît, ceux qui peuvent montrer l'exemple, ce sont la mode du luxe, et je trouve ça mais scandaleux et inadmissible qu'ils le fassent si peu, vraiment. Et voilà, et j'arrête pas de dire quand on consomme, on vote, qu'on le veuille ou non. Donc par pitié, arrêtons de voter pour ces marques en fait qui détruisent tout et qui n'en ont rien à foutre. Voilà. Oui, d'accord. On parlait juste avant aussi d'influence, de notoriété, de comment utiliser un peu les plateformes pour faire passer des messages. Tu as prêté ton image à la marque de cosmétiques bio, donc du groupe Léa Nature So-Bioéthique, si je ne me trompe pas. Comment tu choisis ? En plus, là, tu as vraiment poussé la démarche hyper loin parce que tu leur as demandé beaucoup de preuves de leur engagement, et je trouvais ça très pertinent et très bien vu d'avoir demandé ça. Mais comment tu choisis les marques avec lesquelles tu collabores, ou à qui tu vas prêter ton image, ou de qui tu vas faire la promotion ? Quels sont un peu tes critères ? Alors, il y a 2 cas de figure. Il y a les petites marques qui demandent rien souvent et que moi j'ai envie de soutenir parce que voilà, j'estime que c'est mon travail de citoyenne, justement d'aider ces marques à émerger un peu plus. Donc là c'est juste je vois passer un truc et je dis à Alice, tiens viens, on fait un post dessus, on fait une story, peu importe. Et donc il y a ça, et puis alors avec Léa Nature et des plus grosses entreprises comme Blédina, Léa Nature, là, c'est eux qui viennent me voir, en fait, et qui disent, en fait, nous, on fait beaucoup d'efforts et on met en place beaucoup de choses pour le vivant, pour la planète, mais on n'ose pas en parler parce qu'on ne veut pas être taxé de greenwasher, et on n'a pas envie de passer pour des prétentieux, de se servir, en fait, de ça pour communiquer, mais en même temps, c'est quand même hyper triste que personne ne le sache. Et je suis d'accord, en fait, parce qu'encore une fois, on s'inspire les uns les autres. Donc, quand on voit que... Et on a tous peur au début, mais quand on voit que les autres se lancent, on a envie de faire pareil. C'est vrai. Donc c'est pour ça que je suis tout à fait prête à soutenir. Et à ce moment-là, c'est des collaborations qui sont rémunérées et qui me servent pour construire mon écolieu.
Mais voilà, ces grandes marques, je suis ravie d'aller témoigner en fait de leurs efforts écologiques. Par contre, il faut qu'ils soient complètement transparents avec moi. Mais c'est indispensable. Et je veux pas... Enfin, peut-être que je me retrouverai dans un, je sais pas quoi, gate, et qu'un jour, sans que je le sache, enfin, sans que je me sois rendu compte, voilà, mais en tout cas, j'essaye d'éviter au maximum les pièges. Donc oui, je me renseigne énormément sur les entreprises avec lesquelles j'ai des partenariats voilà, de fond en comble. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, par exemple, sur la nature, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg, parce que c'est incroyable tout ce qu'ils font. C'est incroyable. Ils devraient faire un musée qu'on peut visiter, parce que franchement... Mais je suis assez d'accord, c'est important de communiquer sur ça, parce que déjà, ça peut... les gens vont pouvoir plutôt acheter ces marques-là qui font les choses bien qu'une autre. Et en plus, ça peut encourager les concurrents à vouloir rattraper leur retard et faire la même chose. Donc, c'est plutôt un cercle vertueux, quoi. Et aussi planter la graine dans la tête du consommateur que une grosse entreprise n'est pas forcément le diable, n'est pas forcément quelque chose qu'il faut détruire ou combattre. Donc, non seulement il y a des gens derrière, mais en plus, ils peuvent avoir... Enfin, je veux dire, on voit bien que les États sont de moins en moins puissants, que nous parle de dette en permanence, qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas de moyens, qu'il n'y a pas de ceci. Les entreprises ont énormément de moyens, énormément. Et donc appuyons-nous aussi sur elles. Je dis pas qu'il faut tout privatiser, c'est pas du tout mon discours, hein, au contraire. Mais si les entreprises ont envie d'avoir une part positive dans la société, ben il faut leur faire la place, vraiment. Et on peut vraiment, on a besoin. De toute façon, ce que je dis, c'est que la Troisième Guerre mondiale a commencé. C'est nous pour le vivant. Et c'est bien d'ailleurs, c'est une guerre pour, c'est pas une guerre contre. Mais voilà, ça a commencé et on doit tous faire un effort de guerre à la hauteur de nos moyens. Et donc les grosses entreprises ont des très gros moyens, donc elles peuvent faire beaucoup de choses. Et il faut les encourager à ça. Et le changement, il peut être politique, tu penses? Tu crois encore ça au changement politique? Mais ça passe par les États et... il le sera, on n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix. C'est tout un système. Donc la politique fait complètement partie du système, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc évidemment. Mais si les gens changent personnellement, il y a un moment où la politique changera. C'est peut-être malheureusement une des dernières choses qui changera, parce que c'est le pouvoir. Et que le pouvoir, c'est la guerre. Pour le pouvoir, on fait la guerre. Donc, même si c'est des guerres de mots, même si c'est des... voilà. Donc peut-être qu'en effet, la politique changera, mettra un peu plus de temps à changer, mais nous n'avons pas le choix. Il faut qu'elle change. C'est indispensable. Et d'ailleurs, on y travaille beaucoup. Enfin, tous, autant qu'on est là. Les dernières municipales, il y a eu quand même énormément de mairies qui sont passées chez les Verts. Les élections européennes, le score des écologistes était historique. Ça vient en fait. Mais oui, c'est plus long. Ouais, parce que parfois c'est un peu décourageant quand on voit ce qui s'est passé avec la Convention citoyenne. Ça donne un peu envie de pleurer parfois, quoi. Hein, j'ai envie de... Ouais, c'est clair. Mais en fait, il faut regarder plus loin que ça. Par exemple, moi, on m'avait proposé de faire un film, ça s'est pas fait finalement, mais sur la Révolution russe en 1917. Et le film commence en 1880. Et j'ai compris qu'en fait, la Révolution russe a commencé à être préparée en 1880. Et donc, ça a pris 37 ans après pour arriver. Alors, en plus, pour arriver à quoi? Merci. C'était pas du tout le but. En 1880, les idées étaient ultra-humanistes, justement. Bon, bref. Mais ça prend du temps. Mais ça prend du temps. Et c'est très difficile. On est impatient parce qu'on a notre échelle humaine, mais il faut regarder l'échelle de la Terre aussi. Et puis, c'est vrai que, de toute façon, à notre échelle humaine, on abîme à une vitesse qui est absolument vertigineuse. Donc, c'est vrai qu'on est pressé. On est très pressé. Mais voilà, devant les échecs, il faut se dire que c'est parce qu'on y est presque. Il y a un moment où ça va passer. Ça va passer. Voilà. Mais la Convention citoyenne, c'est un vrai échec. Et en même temps, il y a aussi... voilà, moi, j'ai un grand espoir. Voilà, il est question qu'elle soit... qu'il y ait une Convention citoyenne tous les ans maintenant, que... Ça a planté une petite graine aussi, tu parlais de ça, sûr, donc finalement, il y a eu ça de bon quand même. Ça a inspiré d'autres pays. Ouais. Et puis les Français vont pas se laisser faire en fait. On va pas dire tant pis. Tant pis, non, on va pas oublier. On va pas oublier pendant les prochaines élections présidentielles, on n'oubliera pas et on va avancer.
Voilà, mais c'est sûr que c'est dur, mais il est trop tard pour être pessimiste, comme j'entends souvent. C'est vrai. Et il y a plein de gens qui critiquent un peu les petits gestes, l'impact citoyen qui serait ridiculement petit par rapport à l'impact des grosses entreprises. Oui, c'est vrai, quand on regarde les chiffres, évidemment, ce sont les grosses entreprises qui ont le plus gros impact et nous, à notre petite échelle, je lisais, c'était il y a 2 jours, un post qui disait que si tous les citoyens se mettaient à être vraiment écolos, on ne réduirait les émissions de gaz à effet de serre que de... Ouais, c'est ça. Donc, bon, je sais pas ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui vont dire, ouais, en même temps, si on s'y mettait tous, ce qui n'arrivera pas demain, ça servirait pas à grand-chose. Alors, 25%, c'est pas rien. Il faut vraiment, encore une fois, comprendre qu'on est intrinsèquement imbriqué dans un système. Donc, si nous, on change, ça va changer tout le reste. C'est obligé. Mais ce qui est clair, c'est que on doit récupérer de la confiance en nous et de l'estime de nous-mêmes. En fait, c'est pas nous les pourris, c'est pas nous qui avons tout foutu en l'air et c'est pas nous qui nous en lavons les mains aujourd'hui. Donc, il faut arrêter vraiment de se culpabiliser. Je pense que si on a envie d'avoir de l'espoir et d'être bien et d'avoir un futur enviable, on doit faire des efforts. Voilà, c'est de la survie, on doit tous faire des efforts. Et de toute façon, il est très probable quand même qu'on ait beaucoup moins de confort assez rapidement. Donc, c'est pas perdu de s'habituer à avoir moins de confort et à moins consommer. Voilà. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut mettre une pression de dingue sur nos politiques et sur les entreprises, et sur les multinationales particulièrement. Mais ça, c'est indispensable parce que bien sûr qu'eux peuvent faire aller les choses beaucoup plus vite et qu'ils ont la majeure responsabilité de tout le dérèglement climatique. Donc c'est pour ça que je dis votez par tous les moyens que vous avez. Et si ça peut être une pétition, ça peut être un vote, bien sûr, dans une urne, ça peut être un achat, ça peut être un partage sur les réseaux sociaux, ça peut être une action. Mais montrez que vous n'êtes pas d'accord. Montrez que c'est pas ce monde-là que vous voulez et que vous ne donnerez pas votre argent. En fait, les multinationales, c'est des géants au pied d'argile. Si on ne leur donne plus d'argent, ils se meurent, ils se nourrissent de notre argent. Mais si on coupe les vivres, ils meurent. Donc, il faut leur faire comprendre ça. Et en fait, toute la société, moi j'ai l'impression, nous met dans la tête que nous ne sommes rien. Que sans les institutions, nous ne sommes rien. Mais c'est l'inverse. C'est sans nous que les institutions ne sont rien. Et donc, il faut absolument qu'on récupère de l'estime de nous-mêmes, vraiment. Et comme ça, peut-être qu'on se sentira plus fort devant ces géants. Ouais, c'est vrai. C'est une bonne note d'optimisme. Moi, j'aime bien. Si je te dis que tu es une personne engagée, tu me réponds quoi ? Oui. Oui. Je sais pas quoi dire. Pour moi, il n'y a pas un jugement à mettre dessus. C'est bien, c'est mal, on s'en fiche. Mais je suis engagée dans la vie, en fait. Voilà. Et comme toi, comme nous tous. Et donc, après, moi, j'ai pas l'intention de subir sans rien faire. Donc, j'ai choisi l'engagement. Et ça me permet d'être plus heureuse. Mais après, je trouve aussi que c'est très bien d'avoir des contemplatifs, d'avoir des gens qui aiment pas faire grand-chose. Il faut tout pour faire un monde, en fait. D'avoir aussi des gens qui regardent pas le côté sombre de la vie parce que ça les paralyse quelque part et qui se concentrent que sur la beauté. Je le comprends aussi très bien. Et on a besoin d'eux aussi, de leur optimisme à toute épreuve. Voilà, il faut tout pour faire un monde. Bon, ben voilà, moi je suis engagée. C'est vrai. Et avant de te poser la dernière question rituelle un peu du podcast, j'aimerais parler de tes projets aujourd'hui. Je trouve que c'est toujours bien de terminer nos discussions sur ça. Donc, tu es en train d'écrire un livre. Et il y a ce lieu magnifique dans lequel on se trouve aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu peux nous dire, pas nous dire encore, à la fois sur le livre, mais aussi sur cet endroit magnifique. Alors, le livre, pour tout te dire, j'en suis à la page 3, donc je n'ai pas encore beaucoup parlé dessus. C'est très intimidant comme exercice, c'est passionnant en même temps. Voilà, donc on va voir où ça va me mener. En tout cas, oui, c'est un livre qui va parler justement de mon cheminement dans la vie et donc forcément de l'écologie. Et ensuite, ce lieu magique, j'avoue. Donc, on a déménagé il y a 2 ans ici avec mon mari et mes enfants. On est dans une grande maison où on a fait un appartement en plus, donc comme ça on est en habitat partagé avec une autre famille.
Et puis, sur ce terrain qui est très grand, il y a une ferme, une vieille petite ferme très jolie, dans laquelle on fait... donc on a un jardin en permaculture et en bio-intensif. Attention, le mot intensif fait peur, mais en fait, nous, on l'utilise parce que c'est juste... on cultive énormément de choses au même endroit, en fait. Et donc, c'est juste ça, en fait, le côté intensif. Et qu'il y a tout le temps quelque chose qui pousse. Enfin, pas partout, hein, parce qu'évidemment, on laisse à la terre la possibilité de se reposer, heureusement. Mais voilà, et donc sur ce tiers-lieu, il y a on est en train de développer une boutique de producteurs locaux. Donc bien sûr, il faut répondre à nos valeurs quand même pour vendre ces produits-là. Mais je veux dire, il n'y a pas besoin d'être estampillé bio non plus. Et puis on développe le bar associatif citoyen aussi, et un endroit pour prendre soin de soi en fait. De médecine douce et alternative. Et puis, on va ouvrir aussi à plein de stages différents de do-it-yourself, d'herboristerie, de permaculture, bien sûr. L'idée, c'est vraiment de proposer un petit laboratoire où les gens peuvent venir et se dire, moi, j'ai pas un grand jardin, ou moi, j'ai un très grand jardin, ou moi, j'ai la main verte, moi, j'ai pas la main verte, moi, j'ai pas de temps, moi, j'ai du temps. Voilà, chacun vient avec ce qu'il a. Et dans l'idéal, repartirait avec des solutions qu'il pourrait mettre en place chez lui et adaptées à son environnement, à lui, en fait, et à ce qu'il est. Donc, parce que je pense qu'on a tous intérêt à gagner en autonomie, vraiment, parce que c'est facile de se plaindre, mais si on ne peut rien faire sans les institutions, justement, on est un peu embêté. Donc, on a tout intérêt à apprendre, justement, en gagnant en autonomie. On apprend la valeur du travail, justement, de ces choses, de faire son pain, de faire ses vêtements, de faire... on voit que ça prend beaucoup de temps et que ça demande du savoir-faire. Et donc, on va remettre du respect, en fait, dans des choses du quotidien qui avaient un peu perdu de leur panache. C'est vrai. Eh bien, alors, la dernière question, un rituel du podcast. Est-ce que tu as des modèles dans la vie ? Je trouve ça prétentieux de dire non, et en même temps, c'est pas que j'ai pas de modèle, j'ai des inspirations, plein d'inspirations. Et je dois dire que, par exemple, quelqu'un comme Heidi Lamar, je sais pas si tu connais, c'est une femme, une immense actrice des années 40. Elle était reconnue, elle était désignée comme la plus belle femme du monde. Et donc, elle était actrice. Et à côté de ça, c'était une immense scientifique. Mais vraiment, hein. Bon, alors, j'arrête pas de lire, on doit le GPS, le radar, la radio à Tesla, et puis à Einstein, et puis, mais elle aussi, en fait, elle a énormément fait pour les objets du quotidien, justement, pour la technologie quotidienne. Et elle a eu des prix en sciences énormes, et c'est une vraie inspiration, je la trouve extraordinaire. Et moi, c'est vrai que je suis passionnée par tout ce qui est artistique, mais je suis aussi très passionnée par la science. Et même si j'ai pas de prétention là-dedans. Enfin, je veux dire, je suis pas du tout une scientifique, mais ça me passionne. J'aime la logique, en fait. Donc, et donc, elle, c'est un modèle pour moi. Ok, génial. Et puis surtout dans les années 40, t'imagines, avoir ces statues-là. Ouais. Enfin, elle est impressionnante. Ouais. Okay. Comme quoi, il faut vraiment remettre les femmes dans l'histoire. Et ça me fait penser un peu au Culotté de Pénélope Bagieux, sa BD où elle remet toutes ces femmes un peu oubliées et qui pourtant ont contribué tellement à notre à ce qu'on est aujourd'hui. Donc, ça c'est sûr. Et puis alors, tu vois, justement, Alice, pour Noël, m'a offert 2 tomes de Culotté. Et c'est vrai qu'on adore. Et à la maison, on adore. Et mes filles, et même mon fils, il est... Voilà, on est en admiration et on trouve ça incroyable de ne pas savoir, en fait, de ne pas connaître la plupart de ces histoires. Ouais. Mais c'est pas grave, on va se rattraper maintenant. Exactement. Écoute, merci infiniment de m'avoir accordé du temps et d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi, Chloé, c'était super. Merci à Lucie d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.